Conquérir, coloniser, exploiter. Ce livre, Les astrocapitalistes, paru aux éditions Payot, est signé de notre invité en duplex avec nous depuis Paris, Arnaud Saint-Martin. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes sociologue au CNRS, spécialiste des politiques spatiales, député et référent sur les questions scientifiques et aérospatiales à l'Assemblée nationale. Et vous êtes également député insoumis de Seine-et-Marne. En fait, ce livre, Les astrocapitalistes, pourrait faire la suite quasiment du livre précédent que vous aviez coécrit avec une autre personne pour revenir sur cette façon, ce changement de paradigme complet vis-à-vis de l'espace. Aujourd'hui, nous n'explorons plus l'espace, nous l'exploitons. Alors, en effet, c'est un approfondissement d'une partie du précédent livre qui traitait de... En gros, c'était un siècle d'âge spatial, avec toute une analyse des modalités de l'occupation de l'espace par les humains. Et il y avait tout un chapitre sur ce qu'on a appelé l'astrocapitalisme, c'est-à-dire la construction marchande de l'espace et ses applications. Et ça, c'est quelque chose que j'étudie depuis maintenant pas mal d'années. Et disons que j'ai exploré encore un peu plus dans cet ouvrage en approfondissant la dimension idéologique, toutes les organisations qui procèdent de cette transformation, avec une hypothèse de base que j'essaye d'étayer, c'est que l'espace, d'abord et avant tout au départ, espace d'exploration et aussi d'occupation militaire, est devenu, disons, une espèce de frontière de l'accumulation capitaliste, avec toute une série d'usages qui visent non plus à découvrir, mais à exploiter et à générer des profits. Pour quelles raisons moi, Véronique Tiberghien, devrais-je m'intéresser un peu plus justement à ce changement de paradigme? En quoi va-t-il influencer ma vie ou mon avenir ? Alors bon, déjà, l'espace, il est dilué dans nos vies, il est partout présent. Enfin, il suffit d'ouvrir un smartphone, il suffit de simplement utiliser la géolocalisation, l'internet spatial aujourd'hui, de plus en plus déployé. Donc le spatial est partout et nulle part. En fait, on le voit pas, c'est ça qui est étrange, hein, il paraît invisible. En vérité, il est partout. Et par ailleurs, il est objet de budget, de beaucoup d'investissements publics, avec des agences, des gouvernements qui misent beaucoup sur cette occupation. Donc, de fait, ça devrait susciter un intérêt de tous les citoyennes et tous les citoyens. Et c'est pas simplement l'espace pour la science, hein. Encore une fois, c'est l'espace pour le commerce, toutes les applications, mais c'est aussi les questions de défense. Aujourd'hui, il y a une espèce de militarisation, une escalade militaire qui peut d'ailleurs poser plein de questions. Donc c'est un sujet pour moi qui est central, et c'est la raison pour laquelle j'essaye de mettre en réflexion, en débat, sur la base de faits et d'histoires, aussi la construction marchande, qui a des effets massifs sur la façon dont on construit aussi l'économie au sol. Oui, et c'est ça qui est important. Ce sont des milliards qui sont dégagés aujourd'hui pour cette course à l'exploitation de l'espace et non plus à la connaissance finalement et à la recherche de connaissances. C'est aussi un brouillage total du message qui est transmis par rapport à tout cela. Le rêve, le faux rêve qui accompagne chacun des messages aujourd'hui de ces astrocapitalistes qui se lancent dans l'aventure, avec aussi effectivement des conséquences qui sont parfois inimaginables, mais qui auront un lien sur la géostratégie, par exemple, et sur la politique qui pourrait en émaner. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir finalement, c'est qu'aujourd'hui, comme la conquête spatiale est passée aux mains du privé, elle échappe en grande partie, évidemment, aux États qui se soumettent à ce privé. Et c'est le meilleur exemple, et c'est celui que vous reprenez le plus souvent dans votre ouvrage, ce sont les États-Unis, avec la NASA, qui aujourd'hui est véritablement dépendante dans son développement de SpaceX et donc d'Elon Musk. Alors ça, c'est un point très important sur lequel j'essaye d'apporter des éléments un peu nouveaux, enfin, qui sont de l'ordre de la sociologie, hein, des activités spatiales, ce qui est ma spécialité un peu exotique, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie. Ce que j'essaye de montrer dans l'ouvrage et puis dans mes articles plus académiques, c'est que, en fait, il n'y a pas vraiment de prise en main par le privé de ces activités. En vérité, c'est plutôt une articulation qui change entre le public et le privé, avec par moments des formes d'hybridation. Par exemple, SpaceX, en effet, fournit beaucoup de services à l'État fédéral américain et ses agences, notamment la NASA, le Pentagone, avec ses contrats mirifiques. Mais néanmoins, SpaceX, dans son développement historique, a été largement aidé et subventionné, y compris dans la fourniture d'infrastructures, de l'armée de l'air ou autre, par l'État.
Et donc, on ne peut pas dire qu'à un moment donné, il y aurait des multimilliardaires un peu facétieux avec un hubris complètement incontrôlable qui prendrait le dessus. C'est une espèce de reconfiguration des modalités de l'interaction entre le public et le privé, sachant qu'il y a toujours eu du privé dans le spatial depuis l'âge spatial, avec des grosses entreprises qui répondaient à la commande publique, comme Boeing, Lockheed, etc. C'est juste une transformation. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, le privé l'emporte. Ça ne veut pas dire non plus que le public disparaît. Au contraire, là, on voit pas plus tard que la nuit dernière, des interactions tout à fait savoureuses entre Donald Trump et Elon Musk. Ou dont tout le monde parle ce matin, voilà, en fait. Exactement. Alors, ce genre de choses est quand même... c'était assez prévisible de voir, par exemple, que ça exploserait entre l'un et l'autre. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que Musk a tenté à un moment donné... Alors là, il faut faire de l'exégèse tweet par tweet. C'est quand même assez effarant. mais Musk a tenté de dire, oui, si c'est comme ça, je retire mon Dragon, ma capsule qui va vers la Station Spatiale Internationale. En fait, il n'en a pas rigoureusement les moyens. Il est sous contrat. Et il doit livrer. Et puis, par ailleurs... il en a besoin de ces contrats. Donc, il y a un moment donné, il y a une espèce d'esbrouf qui... là, c'est vraiment... c'est une espèce de comment dirais-je, de confrontation viriliste entre deux acteurs qui portent chacun un agenda qui a convergé, mais peut-être plus aujourd'hui, mais qui, en fait, quand on regarde à la fin, SpaceX est largement dépendant de la commande publique. Et il fera ce qu'on lui dira à un moment ou à un autre. Donc, reprise en main du privé sur le public, non. Et par ailleurs, le public a encore largement les moyens de s'imposer en termes de cadrage politique. Maintenant, la NASA dépend aussi, je veux dire, c'est dans les deux sens. La NASA dépend aussi aujourd'hui de ce que fait SpaceX. Mais de la même façon que la NASA dépendait de Boeing à un moment donné. Par exemple, il y avait un lanceur lourd qui s'appelle le Space Launch System, donc le futur est largement contrarié. Il y a peut-être un prochain vol dans le cadre du programme Artemis qui vise à amener des humains vers la Lune une nouvelle fois. La NASA a besoin de Boeing et de tous les fournisseurs, les sous-traitants qui participent de la construction de ce lanceur, dont chaque tir coûte 4 milliards à la puissance publique américaine. Donc, en fait, c'est des alliages public-privé. C'est tellement, par moments, concaténé, tellement encastré, que c'est d'ailleurs difficile à désosser de la NASA de ses prestataires, et vice-versa, avec des turnovers d'ailleurs dans les directions. Vous verrez quelqu'un qui travaille chez Boeing dans des postes d'encadrement qui passera de façon tout à fait souple et agile dans les postes de direction à la NASA, et vice-versa, c'est les revolving doors. C'est assez connu aux États-Unis, mais ça marche aussi comme ça en Europe. Donc l'industrie spatiale, elle est parapublique. Moi, à un moment donné, alors comment dire, les expressions sont un peu lourdes, mais je parle d'astrocapitalisme d'État. C'est-à-dire, à un moment donné, on a un capitalisme qui est sous perfusion, qui est administré. Et par ailleurs, l'économie américaine, elle est largement administrée dans le secteur des nouvelles technologies, y compris, même le numérique. À un moment donné, s'il n'y avait pas eu les investissements massifs du Pentagone, on n'aurait pas eu Internet, quoi. Donc, à un moment donné, moi, j'essaye de remettre d'équerre ces questionnements parce que il y a une espèce de facilité à imaginer que ces acteurs sont complètement libres et indépendants par rapport aux donneurs d'ordre publics. Musk, son entreprise, elle reste américaine, quand bien même par moment elle s'internationalise avec des clients, etc., un peu partout. Mais dans tous les cas, elle est américaine. Quand il teste, il fait exploser en ce moment son lanceur super lourd Starship, il doit demander l'autorisation des agences réglementaires fédérales, et quand ça marche pas, il y a enquête fédérale et le lanceur est cloué au sol. Arnaud Saint-Martin, est-ce que ça a toujours été le cas ? Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas trop le sujet, on se dit tiens, il y a 20 ans, il me semble qu'il y avait plus d'échanges entre institutions publiques internationales, que le secteur de la recherche spatiale était plus public. Est-ce que c'est une erreur de dire ça ? Non, pas du tout. C'est une bonne question. Et tout à l'heure, d'ailleurs, il y a toujours de l'exploration. Il y a toujours de la science, de la technologie, de la recherche technologique de pointe dans le spatial. Le marché n'a pas tout repris, et y compris d'ailleurs la dimension militaire, peut-être qu'on évoquera. Mais sans doute qu'il y avait à un moment donné, l'accent était davantage mis sur la coopération internationale, avec des grands programmes structurants. Par exemple, en observation de la Terre, on mutualise beaucoup les données, il y a beaucoup de partage. Par exemple, il y a un programme d'observation de la Terre européen, piloté par la Commission avec l'Agence spatiale européenne, qui s's'appelle Copernicus, qui donne des résultats fondamentaux, notamment sur l'observation des effets des dérèglements climatiques, de la déplétion des ressources. On a vraiment besoin de ce type de données. Et là, on voit de la coopération spatiale pour des missions scientifiques qui présentent un intérêt plus général pour les sociétés. Donc ça existe encore. Et c'est vrai que il fut un temps, quand on parlait du spatial, on mettait
mettait souvent l'accent sur ces dimensions-là, avec aussi la question du vol habité, la Station spatiale internationale, etc. Aujourd'hui, on est dans une séquence qui est peut-être un peu différente, où quand on parle de spatial, on parle surtout d'économie. Et on met l'accent sur l'économie, y compris sur le vieux continent. Et là, il y a une emphase qui est mise sur cette séquence qui serait une espèce de rupture, mais en fait pas spécialement, c'est plutôt un infléchissement ou une altération en vue de surligner la dimension économique, mais toujours aujourd'hui, ça coexiste. La question, c'est qu'est-ce qui donne le là, quoi. Est-ce que c'est la science, la recherche, l'économie, l'armée, etc. quoi. Et en la matière, si j'ai bien compris le propos aussi de votre livre, nous pensons, et peut-être que c'est une pensée plus européenne que américaine ou dans d'autres pays, mais nous pensons souvent que la Station spatiale internationale, eh bien, c'est une station vertueuse et scientifique, et qu'en réalité, en dessous, il y a aussi un outil marchand. Je vous propose d'y revenir dans quelques instants, juste après une page de pub. Avec Arnaud Saint-Martin, qui est sociologue au CNRAC, l'auteur de cet ouvrage « Les astrocapitalistes », paru aux éditions Payot, toujours plus loin, conquérir, coloniser, exploiter. Le statut de la Station spatiale internationale, Arnaud Saint-Martin, auprès du grand public, c'est véritablement un aspect très scientifique de recherche et autres. Mais au fond, il n'y a pas que ça. Oui, alors c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en relief. Il y a toute une dimension... Alors, avant même la science, une dimension proprement technologique, parce que c'est un bijou d'ingénierie spatiale. La station, je ne vais pas revenir sur son histoire longue, mais il a fallu assembler des modules qui venaient d'un peu partout, américains, russes, japonais, européens. Donc c'est une espèce de méli-mélo, de briques et de brocs, de Lego spatial qu'il a fallu assembler. Une fois qu'il a été assemblé, il a fallu l'occuper. Et parmi les justifications les plus élémentaires et les plus connues, c'est l'accent mis sur la science. Voilà, c'est évidemment, il y a des recherches en médecine spatiale sur le corps humain, en physiologie, en psychophysiologie. Ça peut être aussi sur des expériences de biologie. Ça, c'est la dimension la plus scientifique, la plus mise en avant par les agences. Néanmoins, au moment même où elle devient opérationnelle, l'accent est mis aussi sur des formes d'industrialisation des processus, par exemple des expériences en physique des matériaux. Il y a des expériences qui sont faites en pharmacologie, également aussi de la publicité, du tourisme spatial. Et ça, c'est un laboratoire qui est mis en place par la NASA dès les années 2010, qui a charge de commercialiser des usages à bord de la station. Et c'est dès le départ. Et ça, généralement, c'est assez peu connu du grand public, parce qu'encore une fois, on met l'accent sur les astronautes, sur leurs expériences, etc. Et alors qu'au même moment, en fait, ils réalisent des expériences pour des entreprises à des fins proprement commerciales et marchandes. Mais en quoi ça pose question, puisque ces applications, aujourd'hui, eh bien, on peut en profiter, finalement, tous les jours. Ces recherches, on peut quelque part en profiter tous les jours. C'est une question qu'on peut vous poser. En quoi c'est problématique ? Alors, j'ai pas dit que c'était problématique. Non, mais c'est une question. J'ai juste dit que ça existait et que c'était généralement pas complètement assumé par la NASA, parce que l'argument scientifique était généralement mis en avant. Néanmoins, comme il ne suffit pas à justifier la dépense, moi je me suis amusé à calculer le coût global chargé avec l'inflation de la station jusqu'à aujourd'hui, en incluant tout, les vols, la mise en place, etc. Et j'aboutis à 300 milliards de dollars. Donc cet engagement, qui n'est pas neutre du point de vue budgétaire, il faut le justifier, et la science ne suffit pas. Le prestige aussi pour les nations qui sont engagées non plus. Donc à un moment donné, l'accent a été mis là-dessus. Après, la question, c'est comment on évalue, comment à un moment donné on regarde ce qui a été produit, etc. Et du point de vue de la stimulation d'une économie au sol, est-ce que ça a produit les effets escomptés ? Là, je pense qu'on peut être assez perplexe, voire critique sur la qualité des matériaux qui seront testés, dans quelle mesure après on peut les industrialiser au sol. Il y a souvent des démonstrations qui sont faites sur des matériaux, encore une fois en physique, mais l'intérêt de ces expérimentations au sol reste à démontrer. Ouais. Et ça, je veux dire, la plupart des gens un peu sérieux, y compris la NASA, le savent très bien. Ouais. Donc ça, c'est juste
quelque chose que je mets sur la table pour qu'on ait une discussion un peu rationnelle sur les usages de la station spatiale qui reste, quand on dit spatiale d'ailleurs, elle est à 400 km d'altitude, hein, donc on peut pas dire qu'elle soit très loin non plus. On propose évidemment à nos auditrices et auditeurs de nous poser des questions au 0471 200 500. On a une première question de Maurice. Il y a un an, la Belgique annonçait qu'elle allait investir sur 3 ans dans l'ESA 100 millions d'euros pour des applications duales civil-militaire. On va pas revenir que sur le cas de la Belgique, mais quels sont ces investissements ? Ça veut dire quoi, des applications duales civil-militaire selon vous ? Alors ça, c'est intéressant comme formule, l'application duale. Ça laisse à croire que en fait, il y aurait des applications qui circuleraient entre les militaires et les civils de façon plus ou moins fluide. En fait, la recherche spatiale, elle est généralement, elle est intrinsèquement militaire depuis le début. Hein. Les applications, par exemple, d'observation de la Terre, au départ, avaient des usages qui étaient intrinsèquement militaires. C'était du renseignement pour les armées et pas simplement. Hein. Donc, quand on dit, l'idée de dualité a été inventée dans les années 60 précisément pour un peu pour faire diversion et pour cacher le fait que c'était d'abord et avant tout militaire l'espace. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle articulation de ces liens entre le civil et le militaire où il faut aussi justifier la dépense et pour les industriels comme pour les agences, à un moment donné, de dire c'est dual, ça veut dire qu'on satisfait à peu près tout le monde et par ailleurs, on n'oublie pas surtout la dimension proprement militaire et aujourd'hui, en effet, l'accent est mis là-dessus. Par exemple, on parle, tous les pays cherchent à investir dans des applications, ça peut être du renseignement, de l'écoute, ça peut être potentiellement des satellites en orbite qui vont faire des manœuvres, ça peut être des moyens de contrôle et de brouillage. Bref, il y a toute une escalade capacitaire dans le milieu du spatial de défense qui fait que tout le monde veut s'équiper. Alors la Belgique, sans doute, qui peut passer par l'ESA, ce qui pose plein de questions aussi parce que l'ESA, en principe, n'est pas censée s'engager plus que ça sur les questions de défense. Pourtant, son programme Space System for Security and Resilience, c'est tout à fait militaire. Alors là aussi, il y a un mot-clé, c'est sécurité. Voilà. Oui, on ne dit pas défense, on dit sécurité. C'est une espèce d'euphémisation de cette question. Par exemple, le programme Copernicus, au départ, c'était Global Monitoring for Environment and Security. Et ils avaient dit sécurité parce que c'était pour pas dire défense. Et le S de sécurité a été avancé parce que précisément, à l'époque, l'Union européenne ne voulait pas et devait pas s'avancer sur les questions de défense. Ouais. Donc, vous savez, il y a aussi des termes qui qualifient ces applications, qui sont en fait chargés, que moi j'essaye d'analyser, de déconstruire comme un sociologue, qui étudie les catégories des acteurs, pour essayer de voir de quels intérêts elles sont investies. Aujourd'hui, en tout cas, il y a clairement une emphase qui est mise sur le spatial de défense, on le voit partout, avec des investissements qui sont records et des budgets qui enflent, y compris au niveau européen. Par exemple, le commissaire Kubilius à la défense et à l'espace, c'est quand même une connexion qui est importante, porte cet agenda de militarisation d'une défense spatiale européenne, communautaire, ce qui pose aussi des questions à la fois budgétaires, de cadrage politique, etc. C'est qui à un moment donné, va légitimer ces budgets et quelles seront les priorités et la doctrine en matière de spatial de défense. Oui, parce que ce qui est intéressant, vous parlez beaucoup de cet aspect du New Space qui est donc représenté par ces astrocapitalistes et donc plutôt le privé qui a tendance à vendre beaucoup de choses à travers une communication qui est très lissée, alors qu'il y a des visées militaires aussi et que la plupart des agences militaires investissent dans le New Space parce qu'elles y voient également un intérêt. Mais quand on voit par exemple, et je reviens sur ce programme, Space System for Security and Resilience, qui est le programme de l'ESA, qui est un programme, vous l'avez dit, alors il y a sécurité, mais un autre mot très important, c'est celui de résilience, puisqu'on nous vend ce programme comme étant un programme qui sera capable de faire une surveillance de l'environnement, mais qui est financé par la défense et pas par Pas par les États. Ça, c'est une question qui est importante. C'est en effet le milieu spatial qui, jusqu'à il y a encore quelques décennies, on l'imaginait extensible à l'infini. On aurait pu l'occuper sans aucun problème. C'était sky's the limit. Hein. Et on verra plus tard dans quelle mesure il est encore occupable. Aujourd'hui, on voit bien, par la saturation des orbites, par notamment les dites méga-constellations, type Starlink, d'Elon Musk, SpaceX, qu'il y a de plus en plus d'objets spatiaux, que possiblement, il y a aussi
aussi une gestion, enfin une observation des effets de décennies d'occupation de l'espace. Vous avez encore des étages supérieurs de lanceurs soviétiques en déshérence, en orbite basse. Et tout ça, en fait, est au-dessus de nos têtes, avec des satellites donc toujours plus nombreux, et ce qu'on appelle de la pollution spatiale, des débris, ce qui suppose à un moment donné de penser et de réguler les usages de l'espace avec des moyens déjà d'observation, de surveillance pour voir ce qu'il se passe. Et ça, c'est une composante qui est fondamentale. C'est à la fois donc se donner les capacités de pouvoir observer. Et aujourd'hui, en Europe, on dépend beaucoup des données américaines, ce qui est quand même problématique. Et par ailleurs, sur la base de ces données, c'est assurer une occupation résiliente, c'est-à-dire faire en sorte que les plateformes qui sont déployées puissent honorer les missions pour lesquelles elles ont été conçues et le faire de telle sorte qu'il n'y ait par exemple pas de collision entre les missions. Et ça c'est un des grands dangers, c'est l'occupation aujourd'hui qui est contrainte avec des satellites qui doivent faire des manœuvres d'évitement constamment, la station spatiale également aussi, et ça pose plein de questions industrielles, parce que si vous devez faire des manœuvres d'évitement, il faut renforcer les blindages, il faut mettre un peu plus de carburant, enfin, bref, on a tout un problème industriel aussi qui est posé, qui coûte toujours plus cher en vérité. Et moi, je suis, en tant que sociologue, là, moi j'ai plusieurs casquettes, mais en tant que aussi citoyen éclairé, j'alerte sur le devenir potentiellement contrarié de cette occupation, parce que précisément, pendant trop longtemps, on a fait un peu n'importe quoi, en imaginant que plus tard, on ferait des choses intéressantes. Aujourd'hui, on est à un moment un peu critique, où non seulement il faut assurer le devenir de cette occupation, mais aussi réguler les usages avec des acteurs qui se sont déployés très rapidement, et au mépris parfois des règles les plus élémentaires de sécurité et de mise à distance de certains risques qui sont importants, comme ceux des collisions. Vous ne dites pas qu'il ne faut pas investir dans l'aérospatiale aujourd'hui, loin s'en faut, mais qu'il faut réguler aussi ces investissements et peut-être mieux observer et comprendre ce qui se passe derrière. Je reviens 2 minutes sur la communication du New Space, parce qu'elle est quand même assez... c'est quand même assez aberrant de voir, si on se base ne fût-ce que sur SpaceX, sur le rêve qui est vendu derrière et les messages qui sont envoyés à la population, qui sont des messages qui ne sont pas le reflet de la réalité de ce que fait SpaceX ou d'autres agences. Pour autant, vous reconnaissez quand même à des gens comme Jeff Bezos, me semble-t-il, le côté plus explorateur qu'exploitant. Pas tout à fait, j'irai pas jusque-là, mais du point de vue en tout cas du développement industriel, il est plus sage, plus méthodique, plus progressif. Moi, j'étais assez intrigué par la couverture, notamment médiatique, du premier tir du New Glenn, qui est son lanceur super lourd, à l'aide duquel il doit déployer en principe sa constellation Kuiper, qui va concurrencer directement Starlink. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lanceur super lourd, il fait presque 100 mètres de haut, avec une propulsion innovante au méthane, un peu comme d'ailleurs c'est le même principe que le Starship. Le premier tir a été un succès. Voilà, ça a été un succès. Alors, il n'a pas récupéré le premier étage, mais qui lui aussi doit être réutilisable. Mais n'empêche que ça a marché. Ils ont réussi à déployer une charge utile. Enfin, c'était une expérimentation. Et la couverture, c'était oui, normal. C'est un tir, ça doit arriver, quoi. Musk en est à 9 tirs du Starship, avec le dernier qui a dysfonctionné encore. Le Starship, qui est donc ce lanceur super lourd qui fait 122 mètres de haut, avec un design pas possible, ce lanceur n'est toujours pas orbital, il n'est pas encore spatial, il a traversé la ligne de Kármán, c'est la frontière symbolique de l'espace à 100 km d'altitude, mais il s'est encore désintégré, et là on a un développement qui est un peu différent, qui est tonitruant, qui part sur l'idée on teste et on apprend, etc., mais en vérité qui a été beaucoup plus... qui a suscité des gaspillages terribles du point de vue matériel, etc., et puis surtout une mise en danger des gens, puisque ça a explosé dans le ciel, etc., il a fallu dérouter des avions, sanctuariser d'un coup l'espace aérien dans les Caraïbes, et par ailleurs ça a explosé lourdement dans les premiers tests. C'est pas ce qui s'est passé avec Jeff Bezos, qui procède en fait à l'ancienne, c'est-à-dire on développe au fur et à mesure, on qualifie, on procède par étapes, et un peu d'ailleurs comme Ariane 6 la dernière fois, le vol a été nominal dès le premier coup, et ça c'est un spatial que moi j'aurais plutôt tendance à défendre, c'est-à-dire on fait pas n'importe quoi, on a affaire en fait à des gros missiles, et
et qui potentiellement peuvent engendrer des dégâts massifs. Parce que là, en plus, avec une course au gigantisme, vous imaginez, le Starship, quand il explose, ça passe pas inaperçu, y compris sur le plan écologique. D'autant, oui, c'est ça qu'on dénonce de plus en plus, que tous ces essais qui explosent, personne ne va ramasser les débris finalement, et qu'on en retrouve un peu partout. Il n'y a pas d'aspirateur, et qu'on en retrouve un peu partout dans la nature. On va revenir avec vous dans quelques instants, juste après les informations de 11h, Arnaud Saint-Martin, sur les astrocapitalistes parus aux éditions Payot, toujours plus loin, conquérir, coloniser, exploiter. Je me demandais, et on y répondra juste après, pourquoi vous parliez essentiellement des États-Unis et pas, par exemple, ou en tout cas pas beaucoup, de la Chine et du rôle qu'elle compte jouer aussi finalement dans cette puissance, avec des visées qui sont relativement semblables, même si la politique n'est pas forcément la même. Et on verra comment on peut parler d'avenir et d'espace avec vous après les infos. Et pour les infos, David Riffon, prochain rendez-vous c'est à midi. Nous on poursuit avec notre invité Arnaud Saint-Martin. Il est avec nous depuis Paris pour nous parler des astrocapitalistes, son livre paru aux éditions Payot. Et puis Eric Willem nous rejoint dans une dizaine de minutes, un papa d'accueil d'une petite fille, et sa fille devient de plus en plus indépendante. Oui, ça. Et ça pose des questions à Eric. Et oui. Tendance première, Véronique Tiberghien, Cédric Gauthier. Arnaud Saint-Martin, je rappelle que vous êtes sociologue au CNRS, vous êtes également député Les Insoumis, référent sur les questions scientifiques et aérospatiales à l'Assemblée nationale. Je me demandais pourquoi vous ne parliez pas plus de la Chine et de l'Inde quand vous parlez des astrocapitalistes. Est-ce qu'ils ont, un rapport différent? Ce sont des acteurs différents? Alors, j'ai beaucoup insisté sur les États-Unis. En effet, là, c'est un tropisme de terrain. Moi, j'ai beaucoup enquêté sur le New Space américain, sur place. J'ai fait beaucoup d'ethnographie, notamment de la Silicon Valley. Et c'était le point de départ de mes enquêtes. Et après, ce que j'ai vu, c'est qu'en effet, le mot d'ordre du spatial marchand, commercial, s'est globalisé. Et de façon encore plus importante à partir des années 90-2000. Et l'idée même d'un New Space, c'est-à-dire d'une nouvelle séquence de l'histoire spatiale qui verrait l'intensification du mot d'ordre marchand. En fait, elle a beaucoup circulé, elle était déjà présente en Europe, mais aussi en Inde. Il y a un New Space indien très, très florissant, frugal, etc., avec des modèles d'innovation tout à fait particuliers, mais aussi en Chine, évidemment, qui est l'autre grande puissance du spatial, où on voit aussi proliférer des startups sur tous les segments du spatial, que ce soit les lanceurs, et là, il y en a beaucoup, des entreprises qui sont sur ce segment, mais aussi les applications, notamment les constellations de satellites en observation de la Terre ou en télécommunication, Internet. Donc là aussi, en gros, c'est l'autre pays de l'astrocapitalisme, mais un astrocapitalisme comme aux États-Unis, largement guidé, façonné, administré par la puissance publique. Et en Chine, ça paraît pas complètement étonnant de le dire. Avec l'idée que finalement, ce qui est à conquérir dans l'espace, et ça vous en parlez quand même, c'est les minerais et ce qui pourrait rapporter financièrement. Alors ça fait partie des justifications qui sont apportées par les entrepreneurs qui surjouent l'idée qu'il y aurait une nouvelle frontière dans l'espace du capitalisme. L'idée que ce serait la projection ultime, l'espace de l'économie capitaliste, avec cette idée donc qu'il y aurait des ressources infinies dans les astéroïdes, dans le sous-sol lunaire ou sur Mars, etc., et qu'il s'agirait de l'extraire comme les pionniers américains étaient en train d'extraire de l'or dans les mines de l'Ouest. Ça, c'est une rhétorique qui fleurit, qui était très à la mode dans les années 2010. Ça, je le documente un peu dans un des chapitres. Mais en vérité, on voit bien que c'est un marché, pour l'instant, très théorique, avec des startups qui se sont positionnées sur plutôt des procédés, des expérimentations, mais on est à des années-lumière, si je puis dire, de pouvoir développer une vraie économie extractiviste dans l'espace. Les coûts seraient dirimants pour ne serait-ce que placer des infrastructures sur la Lune, qui viserait à extraire, ou sur un astéroïde encore plus. Donc pour l'instant, on est dans une promesse qui est par ailleurs très ancienne. Ça fait depuis longtemps qu'on en parle, depuis les années 60-70. Et c'était surtout une façon de flécher du capital, de l'investissement et parfois de la spéculation financière sur des activités qui sont pour l'instant, encore une fois, très lointaines. Sauf que les discours de Musk, entre autres, sont eux bien réels et bien actuels quand il dit oui, on a le projet d'aller sur Mars, on a le projet d'aller sur la Lune et on imagine un monde différent, entre autres par rapport aux problèmes qui nous lient et qui nous touchent ici sur la Terre, de se dire voilà, un jour on ira là-bas et on pourrait vivre là-bas.
Alors oui, en effet, c'est le discours de Musk, mais alors c'est pas pour relativiser plus que ça, mais ça fait depuis longtemps aussi qu'on parle évidemment de colonisation entre guillemets de l'espace ou plus précisément de Mars. C'est un des objectifs qui était dessiné dès le départ dans les années 50-60 aux États-Unis, notamment par des gens comme Wernher von Braun, qui est un des fondateurs du programme spatial américain et qui pointait l'objectif martien déjà. Donc c'est une histoire ancienne. Après la question c'est le caractère réalisable de cette colonisation. Moi je suis assez perplexe pour tout dire, ne serait-ce que les horizons temporels qui sont fixés par Musk et généralement, enfin si vous faites un historique, une chronologie de toutes les projections qu'il a pu faire dans les années 2010, c'était en 2020, après en 2022, en 2024, maintenant c'est en 2028 à la faveur de conjonctions Terre-Mars qui serait favorable. Bon, moi je reste plus que dubitatif. Il faut déjà qu'il rende son vaisseau orbital, on verra après. Et puis après, ça serait une autre affaire que d'aller jusque Mars et pour y implanter des cités merveilleuses. Mais pourquoi est-ce que, Arnaud Saint-Martin, vous qui êtes sociologue, pourquoi est-ce qu'on lui donne à ce point du crédit, justement ? Pourquoi est-ce qu'on lui permet d'annoncer tout cela, de tenir ce genre de propos sans le démentir ? Alors ça, c'est une question hyper importante. Et quand vous dites le « on », c'est aussi beaucoup les médias. Moi, je pense qu'il y a une immense complaisance dans l'accompagnement des promesses de Musk. Les gens un peu sérieux dans les agences, les scientifiques, etc., depuis toujours, en fait, alertent sur la dimension pour le moins fantasque de ces projections qui sont techniquement, pour l'instant, irréalisables. Et néanmoins, il y a une espèce de fascination pour l'hubris de l'entrepreneur visionnaire qui fixerait enfin un point de façon audacieuse et courageuse. Moi, je pense que là, il y a un devoir de vigilance, d'esprit critique par rapport à ces lubies qui sont encore une fois très anciennes et par ailleurs qui procèdent de croyances millénaristes. Là, il faut sauver l'espèce humaine. Sous-entendu, par ailleurs, la planète est radicalement fichue, notre planète Terre, et donc allons coloniser et conquérir d'autres lieux pour sauver l'humanité. Derrière, quand même, ça procède d'une certaine imagerie scientifique, technologique et surtout politique, avec... encore une fois, une lubie qui, pour l'instant, n'a pas le début d'un commencement de réalité. Pour l'instant, on a réussi à poser des rovers sur Mars. C'était très, très, très difficile. On a un rover Perseverance qui aujourd'hui fait des expériences, va carotter sous la surface pour récupérer des fragments de formes de vie archaïques, etc. Et en termes de science, c'est extraordinaire. Et moi, je suis pour financer la science spatiale sans aucun problème. Néanmoins, coloniser, là je mets des guillemets, ça se voit pas, mais coloniser Mars, pour moi, ça participe vraiment déjà d'un imaginaire un peu cramé, un peu moisi, vintage des années 50, et réactiver sous l'angle high-tech de Musk, mais franchement, là je le dis de façon un peu plus normative, non seulement ça sonne faux, mais en plus c'est complètement, c'est frappé du non-sens du point de vue technologique. Quelle serait, s'il y en avait une approche vertueuse pour aborder l'espace, et quel pourrait être le rôle de l'Europe ? Alors là, je vais répondre en politique. Parce que ça, c'est un point... Alors, j'ai commencé à écrire l'ouvrage, j'étais sociologue, et je le suis toujours par ailleurs, ça s'oublie pas, ce genre de formation. Mais néanmoins, je me suis un peu déplacé à la faveur d'une dissolution, je suis désormais à l'Assemblée nationale, et je réfléchis maintenant sur ce qu'il faut faire, en fait. Et moi, j'ai quelques idées. Par exemple, de déployer mieux, autrement et moins. Ça, c'est quelque chose de fondamental à mon avis, plutôt que de participer d'une course à l'expansion sans lendemain, où on sature l'espace, et c'est des tonnes et des tonnes qui sont envoyées en orbite basse terrestre, et on réfléchit à deux fois. On organise les besoins, qu'est-ce qui est prioritaire, de quoi on a besoin dans l'espace, qu'est-ce qui est, du point de vue de l'usage, vraiment fondamental. Évidemment qu'on a besoin, par exemple, de missions scientifiques en observation de la Terre, pour observer les effets, je l'ai dit tout à l'heure, des dérèglements climatiques. Ça, c'est fondamental, on en a besoin. Le GIEC, pour ses modélisations, il y a la moitié des variables climatiques essentielles, c'est des données spatiales. Donc on a besoin de ces missions. On a évidemment besoin de construire des bases industrielles qui produisent ces missions. Donc là aussi, il faut investir dans la recherche technologique avec des agences qui font le travail, que ce soit le CNES, l'ESA, les agences spatiales en Europe. Et là, ça, c'est des budgets qui sont généralement publics. Et non seulement donc il faut organiser les besoins, mais aussi s'entendre sur les moyens et les fins. Et ça, je pense que c'est une autre façon d'envisager la planification de l'activité, et qui pose de fait la question des besoins qui sont parfois très artificiels dans l'espace. Moi, je suis par exemple, alors je le
mets sur la table, hein, mais je suis contre le tourisme spatial. Ça n'a aucune espèce de sens. Envoyer des gens à la limite de l'espace, à 100 km, pour quelques secondes de lévitation dans l'entre-soi d'une bourgeoisie qui s'éclate en impesanteur, je pense que ça pose des questions. Et en plus, ça coûte cher du point de vue de l'empreinte carbone. Là, on pourrait